Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'éditrice Sabine Vespizer, dont la maison d'édition, Sabine Vespizer Éditeur, fête cette année ses 20 ans. Sabine Vespizer fait partie de ces grands noms de l'édition contemporaine, à la fois pour la précision avec laquelle elle choisit ses 10 titres publiés chaque année, que pour la fidélité qu'elle construit avec ses autrices et ses auteurs. Au sein de son catalogue, à la fois attractif et cohérent, on croise des noms comme Yannick Lahens, Louis-Philippe d'Alembert, Edna O'Brien, Diane Meur ou encore plus récemment Dima Abdallah. Et à l'occasion des 20 ans de la maison avec Sabine Vespizer, on a parlé de la rentrée littéraire qui arrive, moment clé dans une année éditoriale, de la manière dont elle a construit son catalogue après avoir quitté Actes Sud, ou encore de l'objet livre qu'elle a évidemment pensé, de la couverture jusqu'à la police, et qui n'a pas changé depuis sa création. Bonne écoute. Bonjour Sabine Vespizer. Bonjour. Alors à l'heure où on enregistre cet épisode, on est à Paris dans vos bureaux, on est le 1er juin, si je dis pas de bêtises. Semblerait. Et la rentrée littéraire est dans presque 3 mois. Ouais. Les livres sont quasiment prêts, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Est-ce que c'est une période de l'année que vous aimez en tant qu'éditrice, la rentrée littéraire ? J'adore cette période. J'adore cette période parce que c'est une espèce de superlatif du métier que j'aime faire, c'est-à-dire éditrice avant tout. C'est-à-dire que c'est un moment où on a choisi des textes qu'on aime, ils sont en général imprimés, ils sont prêts, donc on a travaillé avec les auteurs sont contents, ils sont contents d'être programmés à la rentrée littéraire parce que malgré tout, c'est une sacrée période. C'est un enjeu. C'est un sacré enjeu. C'est une période qui n'existe que dans notre doux pays de France. Les pays voisins ou autres nous regardent de manière un peu, comme si nous étions des oiseaux exotiques. Mais donc, il y a une grosse pression aussi au moment de la rentrée, ce qui signifie que pas mal d'auteurs souhaitent être publiés à la rentrée à cause ou grâce. Ouais. À cause, je ne sais pas quoi dire. Mais évidemment, tout ça est lié au prix littéraire d'automne, au calendrier des prix littéraires d'automne. Et donc, quand on décide en tant qu'éditeur de programmer un livre à la rentrée, ça ne veut pas dire qu'on le fait concourir pour les prix, mais ça veut dire qu'on estime qu'il est suffisamment fort, puissant, achevé pour résister à ce tsunami, à cette vague, mais qui est une très belle vague. Moi, j'aime bien apprendre cette vague-là. Enfin, oui, une émulation, un sens positif. Parce qu'en effet, il faut arriver à faire lire ces livres dans les... Je ne sais pas combien il va y en avoir cette année, mais enfin, on est toujours entre une fourchette entre 550, 650. Je ne sais pas si vous avez des informations sur le sujet. Non, l'année dernière, c'était 585. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, cette année, je publie... Trois textes, ce qui est un peu la cadence habituelle chez moi, et je publie 10 livres par an. C'est dire qu'en effet, la rentrée est un gros enjeu, évidemment éditorial et économique pour moi, c'est clair. Ouais. On peut parler de votre rentrée. Il y a 3 livres. Oui, absolument. Ketevan Davrichevi, Nous aimions, Sarah Jolienne Fardel, sa préférée qui est un premier roman, et en septembre, je crois, c'est ça. il y a Mes fantômes et moi, c'est un livre irlandais, de Gabriel Byrne. Byrne, absolument. Donc, Gabriel Byrne. Vive l'anglais. Vous êtes très jeune pour le connaître en tant que comédien. Je connais très... En fait, Gabriel Byrne, il est connu de ceux qui sont beaucoup allés au cinéma dans les années 80 et 90, et de ceux qui ont regardé la série En thérapie en anglais. Ah, oui, j'allais dire la mince. Dans Thérapie en anglais récemment. Mais Gabriel Byrne est un immense comédien de théâtre qui a beaucoup joué à Broadway, de cinéma aussi, et qui a joué, par exemple, dans Excalibur de John Morman, Miller's Crossing, des frères Cohen, Usual Suspects, etc. Donc, pour les plus de, on va dire, les plus de 40, les plus de 50, c'est quelqu'un qui est assez mythique dans le monde des comédiens. Néanmoins, je ne le publie pas parce que je commence à publier des stars dans mon catalogue. Ce n'est pas une nouvelle, une nouvelle orientation éditoriale, loin de là. Je le publie parce qu'il est non seulement excellent comédien, mais excellent écrivain.
Voilà. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors Sabine, si on se rencontre aujourd'hui, enfin plutôt cette année, c'est aussi à titre symbolique, puisque votre maison, Sabine Vespizer, éditeur, a 20 ans. Alors, bon anniversaire. Merci beaucoup. Vos premiers livres ont donc été publiés en 2002. Je crois qu'il y a une histoire de 2001, la maison a été créée 2002, les premiers livres ont été publiés. Il y a une date administrative qui est 2001, mais alors il se trouve que la date administrative à laquelle nous avons signé avec mon associé les statuts de la maison, c'était le 11 septembre 2001. Autant dire qu'on préfère oublier cet anniversaire. Disons 2002. Voilà. Et auparavant, vous étiez donc chez Actes Sud. C'est cela. Alors, j'ai une question relativement simple. Pourquoi est-ce que vous avez quitté, après 15 ans, Actes Sud? Et surtout, pourquoi avoir voulu fonder votre propre maison? Est-ce que c'est pour vous rapprocher des textes? Est-ce que c'est pour vous éloigner d'une certaine pression? Est-ce que c'est pour la postérité? Est-ce que, voilà, pour quelle raison la postérité, c'est pas nous qui en déciderons, donc on va la laisser là où elle est. Vespizer éditeur, on se dit, bon allez, on y va. Qui se souvient du nom des éditeurs? À part peut-être l'éditeur de Baudelaire, Poulet-Malassis. Personne ne se souvient des noms des éditeurs, peu importe les éditeurs. Ce qui est important, ce sont les livres qu'on publie. Après, pour répondre à votre question sur pourquoi créer une maison d'édition, pour les raisons que vous avez évoquées, pour redevenir ou être pleinement éditrice. Les anglo-saxons ont deux termes. Ils ont editor pour la personne qui s'occupe du texte et ils ont publisher pour le chef de maison. Et en devenant publisher, donc chef de maison, j'ai le sentiment de m'être donné les moyens d'être meilleur éditeur, tout simplement parce que devenant publisher, j'ai été obligée d'avoir une vision tout à fait panoptique sur la chaîne du livre, d'apprendre des métiers que je ne connaissais pas, parce qu'on est salarié dans une maison qui est une maison qui était devenue grande, déjà fin 99 quand je suis partie. Actes Sud publiait un livre par jour, 365 livres par an, c'était déjà pas mal. Moi, j'étais responsable d'une grosse collection de poches Babel, je publiais des auteurs français, étrangers dans le catalogue, donc j'avais beaucoup de bons à tirer, à signer par an. Ouais. Et j'avais le sentiment un peu, frustrant, parce que moi, je suis avant tout une littéraire, de m'éloigner de ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire le texte. Et je venais de me donner, d'une part, les moyens de revenir au texte et d'y revenir le mieux possible en comprenant les enjeux. C'est-à-dire que quand vous devenez publisher, vous êtes obligé de savoir ce que c'est que la fabrication d'un livre, sa commercialisation, un contrat d'édition, la relation avec la presse, les droits étrangers, etc. Donc, toutes choses que j'ai apprises, évidemment, en contact de gens compétents à qui j'ai demandé de m'aider, mais qui me permettent aujourd'hui de continuer 20 ans après, de publier 10 livres par an uniquement. Là, le livre de Ketevan, d'Avril Chevy, va porter le numéro 210, bien la preuve que j'en fais 10 par an, puisque c'est la 21e rentrée littéraire. Donc cette promesse-là, elle est tenue. Il y a des auteurs ou des autrices qui vous ont suivi de Oui, Actes absolument. Il y avait des auteurs que j'avais découverts, publiés, dont j'avais publié les premiers textes chez Actes Sud. Michel Lèbre, par exemple, qui est toujours à mon catalogue. Vincent Borel, qui est toujours à mon catalogue. Vertige de l'Hélice, c'est le dernier, je crois. Absolument. Et Michel Lèbre, c'est Tableau Noir. Bravo, chapeau. Quelle magnifique connaissance du catalogue. Et en effet, quand j'ai commencé à évoquer l'idée que je pourrais avoir envie de créer ma propre maison pour toutes ces raisons, ils m'ont spontanément dit l'un et l'autre, mais c'est formidable, on te suit. Ça s'est fait en bonne intelligence avec Actes Sud, qui sont restés des amis que j'aime beaucoup, à qui je dois l'apprentissage de ce métier. Je leur suis très reconnaissante. C'est une très belle maison qui n'a jamais lâché non plus le cœur du réacteur, c'est-à-dire la découverte et la littérature de création. Mais en effet, Vincent, Michel me suivant, ça donnait déjà une couleur de la maison. C'est-à-dire que j'étais obligée de leur proposer absolument les mêmes services qu'Actes Sud. Donc, les traductions. C'est-à-dire que les traductions à l'étranger, un service de presse digne de ce nom, enfin en tout cas la possibilité d'articles dans la presse,
une distribution, surtout une distribution nationale et internationale. Donc, ça a évidemment orienté ma recherche de diffuseur et de distributeur. C'est-à-dire que quand vous commencez une maison de rien avec des auteurs totalement inconnus qui n'ont pas l'habitude de l'expérience de la publication, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez faire une maison autodiffusée, attendre que ça décolle, enfin, etc. Là, j'étais obligée de jouer dans la cour des grands et de m'inscrire tout de suite à la fois dans l'industrie du livre, qui est l'industrie du livre, c'est deux choses, c'est la fabrication, enfin, c'est l'imprimeur, un imprimeur capable en cas de succès, de décollage rapide de livres, voilà. Comme me l'a dit un jour Antoine Gallimard, vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un succès dans l'édition. Et c'est vrai. Bon, on n'est jamais à l'abri des échecs non plus, mais on n'est jamais à l'abri d'un succès, et si succès il faut pouvoir suivre, tout simplement, honorer ce succès, assurer, imprimer des livres en quantité suffisante, d'une part, et faire en sorte qu'ils arrivent très rapidement sur les tables des libraires et sur les tables de toutes les librairies qui souhaitent le commander. Donc là, cette maison qui est totalement artisanale, vous êtes dans nos bureaux, on est 3, vous voyez bien que c'est une toute petite boutique, dans son fonctionnement quotidien, s'appuie sur l'industrie pour tenir son rang et pour tenir surtout le rang de ses auteurs dans l'édition française. Chose qui est rendue possible, et ça je ne cesse de le répéter, c'est important de le dire, par la loi sur le prix unique du livre, dite loi Lang, qui est une loi d'égalité des chances et une loi de soutien à la librairie et à la création. Alors il y a quelque chose chez vous qui est, je trouve, assez prégnant, c'est votre fidélité aux auteurs, en tout cas... Réciproque. Exactement, non mais exactement. Cette fidélité, est-ce que ça implique de tout publier ? Ou peut-être plutôt de publier un livre parfois qui est un peu moins bon qu'un autre et en gardant cette fidélité, disons. Très bonne question. Tout dépend du prix que vous accordez à l'auteur, c'est-à-dire du prix que vous accordez à son talent. Il m'est arrivé pour des auteurs auxquels je tenais et je tiens toujours particulièrement, qui sont toujours là, je tairai leur nom. Mais on les embrasse. On les embrasse tendrement. D'être un peu dubitative sur un texte, de le leur dire, de m'avancer un peu, de me rendre compte que c'était non négociable parce que pour eux, à ce moment-là, c'était important. Et je me suis inclinée. Il m'est arrivé aussi de faire le contraire, c'est-à-dire de dire à un auteur que je considérais que ce livre n'était pas abouti, que ça lui nuirait à son travail et au fil du déploiement de son œuvre, de l'avoir entendu me dire c'est non négociable et de lui avoir dit tant pis. Après, voilà, tout dépendait de mon envie de voir cet auteur rester au catalogue, fait. C'est ça. Après, il y a des auteurs dont vous savez instinctivement et immédiatement qu'il ne faut jamais les lâcher et dont vous êtes prêt à publier les carnets de blanchisserie s'il le fallait. Si toutefois ils avaient l'étrange idée de publier des carnets de blanchisserie. Écoutez, non, on n'est plus à ça près. Est-ce que c'est ça aussi le plus beau dans ce métier, de voir des écrivains potentiellement ouvrir leurs ailes au fur et à mesure des années, précisément. Je pense à Michel Leb, Vincent Borel par exemple, qui vous ont suivi, mais il doit y en avoir d'autres. Est-ce que c'est aussi ça le métier d'éditrice, de suivre et de contempler aussi par la même occasion. Bien sûr, et c'est un immense plaisir de se rendre compte que ce qu'on a appris en théorie littéraire, vous savez qu'un texte n'existe que s'il a un lecteur, est absolument avéré. C'est-à-dire que quand on publie... Il y a un immense plaisir aussi à découvrir un premier roman. Le roman de Sarah Jolien-Fardel est un premier roman et c'est un plaisir immense. Parce que, on découvre une voix et on a le sentiment que peut-être un jour, une œuvre va se déployer. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Quand on suit un auteur sur le long terme, j'attends le 14e livre de Michel Lèbre à mon catalogue pour l'année prochaine. Vincent doit en être à 7 ou 8. Edna O'Brien qui est au catalogue depuis 2010. On est à 5 nouveautés, des rééditions d'œuvres antérieures qui étaient épuisées chez d'autres éditeurs. Bref, et c'est magnifique de voir comment l'autorité du texte s'accroît grâce à la présence du public et des lecteurs.
C'est-à-dire qu'en effet, un premier roman, là, ça a l'air de très bien commencer pour Sarah, mais elle va rencontrer des lecteurs, elle va rencontrer des journalistes, elle va rencontrer des libraires. Et elle va aussi, quelque chose va changer pour elle, parce que elle va se sentir investie du métier d'auteur. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elle est garante de sa propre écriture. Et ça, c'est à la fois vertigineux, souvent pour les auteurs, et puis totalement exaltant, et parfois un peu désastreux, parce que ça peut en pousser certains sur la pente de la facilité et de la séduction, et parfois totalement stimulant pour d'autres, parce que ils vont comprendre que ces lecteurs qui ont aimé leur premier roman, leur deuxième roman, mettent la barre de l'exigence très haut. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Parlons un peu d'autre chose. Est-ce que vous aimez l'idée de maison engagée? Si je vous dis par exemple Sabine Vespizer est une maison engagée, est-ce que ça vous parle? Écoutez, engagée dans quoi? C'est ça la question. Je suis engagée dans l'édition de littérature exigence, je l'ai dit. Je suis engagée dans la défense de mes auteurs, ce qui rend cette période de rentrée littéraire formidable, parce qu'il y a une écoute formidable de la part de tous les prescripteurs qui sont pour nous les libraires, les journalistes. Après, engagée au sens politique, je peux un peu ça, bien sûr vous répondre oui, parce que la littérature, pour moi, est politique, d'une certaine manière. Je veux dire, maintenant, hormis Tariq Ali, qui est quelqu'un de vraiment engagé politiquement, et notoirement engagé politiquement, qui est un leftiste anglo-pakistanais, enfin, qui publie, pas chez moi, mais chez d'autres qui publient de la non-fiction. Moi, je ne publie que de la fiction. Il y a un engagement politique. Après, mon catalogue a évidemment une couleur qui m'est difficile de définir, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Il y a beaucoup qui me ressemblent. Et donc, il m'est difficile de faire mon portrait chinois, mais c'est évident que la question de l'exil, la question de la migration m'intéresse. Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée. Il est évident que la question de l'homme dans la société, au sens large, m'intéresse. Et Michel Lèbre n'a jamais écrit sur rien d'autre que un désir de justice, d'égalité. Voilà, il est aussi évident dans ce catalogue qui est très féminin que la question de l'émancipation des femmes est une question qui me préoccupe. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si je publie des femmes irlandaises pour qui le sujet est vraiment brûlant et brûlant encore aujourd'hui. Ouais. Votre maison, elle a donc 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a évolué en 20 ans dans le marché de l'édition? Il est devenu de plus en plus violent, ça c'est clair. Pour quelle raison? Parce que l'édition ne cesse de suivre la grande pente dangereuse de l'industrie. On en a besoin de l'industrie, hein. Enfin, bien sûr, je viens de le dire. En revanche, l'industrie a une certaine tendance à la concentration. Ouais. La concentration a une certaine tendance au formatage. On assiste aujourd'hui à cette OPA sauvage de Monsieur Bolloré sur le groupe Hachette. Hein. Le numéro 2 veut manger le numéro 1 et veut devenir le plus gros. Le résultat de tout ça, c'est que ce sont des structures de plus en plus lourdes, avec des nécessités d'amortissement de frais fixes de plus en plus élevées, donc des nécessités de publication de plus en plus élevées. Donc on publie, on aligne une bonne infanterie de textes qui éventuellement vont décoller, mais peut-être pas, et on va ensuite miser sur celui qui décolle. Mais surtout aussi, on a des services de marketing qui considèrent que, ma foi, l'industrie fait son travail. Et le travail de l'industrie, c'est de cloner et d'imiter. Ouais. Nous, notre travail d'éditeur de création, c'est de créer des prototypes. Vous avez sûrement observé les récents phénomènes de pâles épigones de tous les auteurs qui ont eu du succès. Enfin, je ne parle même pas de tous les petits Harry Potter un peu non, mais un peu lamentable qu'on a vu paraître partout, qui est de la pâle imitation de tous les sous Welbeck, sous Angot, etc., etc. Donc ça finit par
produire un effet délétère sur le lecteur qui est perdu, qui ne sait plus où il en est. Ça produit un effet délétère sur le libraire qui passe beaucoup de temps à choisir, à batailler, à donner une couleur à sa librairie, à expliquer à tous ces mastodontes d'industriels que non, en fait, pour eux, c'est pas tant la quantité de livres qu'ils vont leur proposer et la remise phénoménale s'ils prennent 300, je ne sais qui, là aussi je tairai les noms, non par affection mais par pudeur. mais les libraires vont devoir batailler, ça va leur prendre du temps pour dire que eux, ce qui est important, c'est la remise qualitative, c'est-à-dire le travail qu'ils font pour un catalogue comme le mien. Recevoir un texte, le lire, le conseiller, le mettre en pile, inviter l'auteur, prendre le risque parfois que ce débat qu'ils ont préparé pendant longtemps, finalement ne voit arriver que 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Mais c'est ça le travail qualitatif du libraire. Et évidemment, il est mis à mal par la tentative par la concentration et par les tentatives de création de méga-groupes. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, vous publiez essentiellement de la fiction française étrangère. Vous n'avez pas de témoignages, pas d'essais, typiquement. Et je me suis fait une remarque, pas la remarque de l'année, mais dans votre maison, la littérature française et étrangère, elles sont regroupées de façon indistincte. Il n'y a pas de collection. Pourquoi pas de collection, en fait, c'est précisément ça la question. Parce que pour moi, il n'y a pas de frontière entre la littérature française et la littérature étrangère. Déjà, parce que la littérature française, ce n'est pas que de la littérature française, c'est de la littérature écrite en français. Ouais. Donc, quel distinguo est-ce que vous allez poser entre un texte traduit de l'anglais et venant d'Irlande et un texte écrit en français en Haïti ? C'est en fait, ils ont peut-être plus de points, ils ont peut-être des vrais points communs et plus de points communs que 2 textes de littérature française hexagonale, parce qu'on a l'insularité, parce qu'on a la rébellion, parce qu'on a l'écriture de l'affranchissement de la colonie, les Anglais pour les Irlandais, les Français pour Haïti. On en parle beaucoup en ce moment sur la question de la dette haïtienne que le New York Times a remis à l'ordre du jour, qui a totalement ravagé ce pays, mais donc pas de collection, et en plus ça n'a pas de sens de faire une collection quand on publie 10 livres par an. Moi ça ne m'amuse pas particulièrement de faire des commodes à tiroirs, si vous voulez. Je comprends. Alors, c'est vos 20 ans, donc on refait un petit peu tout le topo de la maison. Vos livres, ils ont une maquette qui est très reconnaissable, la forme, les dimensions, les petites cartouches de couleurs qui changent en fonction à chaque livre. Alors, le fond, oui, mais la forme, elle devait répondre à quoi quand vous l'avez pensé il y a 20 ans, du coup ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai appris mon métier avec Hubert Nissen, fondateur d'Actes Sud, dont le mantra était « la forme produit du sens ». Bon, on y est, on est dans le sujet. C'est vrai, évidemment, dans l'écriture, et c'est ça qui m'intéresse en littérature. C'est qu'il y a une forme, bien sûr, singulière, et pour l'objet, c'est archi vrai. C'est-à-dire que l'idée de départ de cette maison, c'était évidemment d'être ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est, c'est-à-dire une maison de littérature qui s'inscrive dans la tradition de ces beaux catalogues de littérature français. Je pense à Minuit, je pense à POL, je pense à La Blanche de Gallimard. L'idée de départ, c'était une couverture typographique. Parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le livre, c'est pas ce qu'il y a sur le livre. Donc pas de séduction mensongère, de couverture, Et puis pour la petite histoire, j'avais travaillé presque 15 ans chez Actes Sud, qui fait des couvertures illustrées. Et j'avoue avoir éprouvé au bout de 15 ans une certaine lassitude à choisir avec la graphiste des détails de Klim, de Vallotton ou de banque d'images, encore pire, des détails de banque d'images pour tenter de connoter le sens du livre, ce qui n'était jamais le cas. Encore pire, avoir des auteurs « Ah, oui, mon fils est peintre, voilà, je vais vous donner le temps. » Ça doit être horrible, ça. Au secours. Voilà, donc j'ai coupé court à tout ça, avec l'idée évidemment aussi de dire que
une couverture typographique, c'est pas forcément une couverture monocorde et ennuyeuse. Oui, c'est pas... Et que la typographie, c'est un art. Donc, ce que j'ai dit à Isabelle Mariana, la graphiste qui est vraiment garante de toute la ligne graphique de toute la maison, qui a inventé les couvertures, mais aussi les cartes de visite, la moindre invitation, je veux dire, ça passe par elle. Lequel aussi, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans, et ça fait plus de 20 ans, parce qu'elle elle travaillait chez Actes Sud, et c'est comme ça que je l'ai connue. Ensuite, elle est partie, elle est devenue indépendante, et je lui ai demandé de penser la maquette. Et en lui demandant ça, je lui ai dit constructivisme russe, Bauhaus, voilà, des lieux où le graphisme a été porté très haut. Après, l'autre aspect de ces livres-là, c'est que ce sont des livres de qualité, avec des matériaux de qualité, avec un toucher agréable, une sensualité du papier, de l'objet. Et ça a été réalisé avec un imprimeur qui est aussi le même imprimeur depuis 20 ans. Décidément. Qui est l'imprimerie Paillard à Abbeville, et que j'ai connu parce qu'à l'époque, ils imprimaient la collection Guillaume Budet des universités de France, magnifiquement imprimée. Moi, je suis une vieille prof de lettres classiques, donc j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, l'imprimerie Paillard a en effet proposé ce caractère Garamond, qui est pas un Garamond Adobe, comme on dit, pas un Garamond machine, mais un Garamond linotype qui a été qui a été transcodé des caractères au plomb qu'ils ont utilisés jusqu'en 1982 quand même. Donc, il y a une vraie belle tradition de la typographie dans cette imprimerie-là, et j'aime beaucoup ça. Et après, on a évidemment réfléchi au confort de lecture aussi. Donc, les grandes marges, ce qu'on appelle les blancs tournants, les titres courants, c'est-à-dire les titres chapitres, livres en haut des pages. Enfin, on a pensé au foliotage. Enfin, tout était inventé, et on a essayé de faire un objet qui entre dans les canons classiques de la belle imprimerie, tout en ayant une modernité et une visibilité sur les tables des libraires, d'où les cartouches de couleur, en effet. Je vais poser une question bête. Mais aucune question n'est bête. Ça va, je le sais. Est-ce qu'il y a un livre que vous attendez encore de publier ? Ou peut-être à quoi pourrait-il ressembler Et il ressemblera forcément à celui qui me surprendra. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question bête. Qui m'enchantera. Est-ce qu'il y a un livre où, je sais pas, le matin en vous rasant, vous vous dites, oh là là. Ben, vous savez, si j'étais capable d'inventer un livre, je ne serais pas éditrice, je serais écrivain. Donc je l'écrirais moi-même. Mais moi, je ne projette rien, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aime bien en ce moment, c'est que je parle pas mal des 20 ans, parce que les libraires, vous, tout le monde est gentil, souhaite un bon anniversaire et m'invite à parler de la maison. Et je me dis qu'il y a 20 ans, j'avais absolument pas en tête le catalogue tel qu'il est aujourd'hui. J'avais en tête, évidemment, une certaine forme de rigueur d'écriture, la forme produit du sens, etc. J'avais en tête fiction, en tout cas littérature. Mais aujourd'hui, Dieu sait pourquoi ce catalogue est effectivement fait la part belle à la littérature écrite en français. Quelqu'un m'a dit un jour que c'est parce que je suis née sur une frontière et que le double imaginaire m'intéresse. C'est sans doute vrai, mais voilà, ça rejoint l'idée que les maisons d'édition ressemblent à ceux qui les font. Je n'avais pas de tropisme particulier pour l'Irlande il y a 20 ans. Enfin, j'avais fait un voyage en Irlande, j'avais adoré, comme tous les Français, bien sûr. On ne peut qu'adorer l'Irlande quand on y va 15 jours. Après, quand on entre dans les arcanes de la société et de la lourdeur patriarcale et du catholicisme encore rampant, c'est moins drôle pour les gens qui y vivent. Mais ça, je l'ai appris grâce à mes auteurs, qui souvent sont partis. D'ailleurs, Edna O'Brien vit à Londres depuis 70 ans. Elle en a 90. 90. Donc... mais ça, effectivement, je veux dire, c'est ce métier d'éditeur, il est formidable parce que c'est l'art de se laisser surprendre. Et c'est l'art aussi d'accepter qu'un réseau de complicité totalement informel, enfin un réseau dans le bon sens du terme, se tisse et vous amène des textes. Vous êtes encore une lectrice lambda. Est-ce que vous arrivez un peu à vous détacher de cet œil d'éditrice,
je sais pas, de vous flâner en librairie, enfin vous avez compris l'idée quoi. Oui, bien sûr. Je suis une lectrice lambda, mais je fais quand même très attention à ce que j'acquiers. C'est-à-dire que j'essaie d'éviter les livres sur lesquels j'ai un soupçon de médiocrité ou de mauvais travail éditorial. C'est-à-dire que c'est vrai, quand j'achète un livre et qu'il est bourré de coquilles, ça m'énerve. À juste titre. Je ne dis pas que les miens n'ont jamais de coquilles, parce que personne n'est parfait et qu'il y en a, évidemment, quel que soit le nombre de relectures du correcteur, les miennes, de l'auteur, etc. Mais peu importe, c'est-à-dire que le peu de soins apportés à des textes de littérature m'énerve, donc j'essaie d'éviter. Donc il est vrai que je suis une lectrice lambda, enthousiaste et admirative sur des auteurs que je suis et dont je sais que ce sera formidable. J'ai lu dimanche dernier un livre qui m'a enchantée d'un auteur que j'adore, qui est Chantal Thomas. Le journal de nage, c'était merveilleux, c'est juste merveilleux, une sorte de... J'ai le sentiment qu'elle me parle de moi, et ça c'est de la littérature. Je nage comme elle, je voyage comme elle, je lis comme elle, enfin, et ça c'est génial, c'est-à-dire que c'est l'universel de la littérature, donc parfait, quoi, là j'ai aucun doute. Et voilà, je suis aussi fidèle, moi je suis une lectrice de catalogue, hein. Je construis un catalogue, mais je suis fidèle à des catalogues. Donc je lis ceux que j'ai nommés tout à l'heure au hasard. Pour moi c'est important. Et puis malgré tout, c'est très très bien de se refaire le palais en lisant des classiques de temps en temps. Oui, on a parfois tendance à les oublier, mais ils existent encore. Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Vous venez d'un peu de parler de Chantal Thomas, mais est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Écoutez, le tout dernier, ça va être effectivement Journal de nage. Journal de nage. L'avant-dernier, c'est un très très beau texte d'Yves Ravet qui vient de paraître en poche chez Minuit, Le Drap. Splendide texte, très court, La mort du père, avec une économie de moyens. C'est un livre social qui ne dit pas son nom, c'est vraiment éblouissant. D'accord, Le Drap. Le Drap, Yves Ravet, voilà. Et c'est déjà pas mal, hein, si vous voulez vous arrêter. Voilà, mais je vais m'arrêter là. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sabine Vespizère. Merci beaucoup. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine.